Je pense qu'il faut que notre discours soit celui de considérer et de dire que la priorité nationale absolue, c'est notre système éducatif. Je suis persuadé de cela. Il faut totalement renverser notre discours, et voilà pourquoi nous avions décidé d'intituler notre convention « Notre école est si mauvaise », parce qu'en effet, c'est un pari formidable que d'accueillir 12 millions d'enfants tous les matins et d'être en capacité de leur donner un professeur à chaque heure. Et en même temps, et donc ne pas considérer l'éducation nationale comme un bouc émissaire de tous nos maux et de toutes nos difficultés, parce que la question des enseignants, c'est la question de leur reconnaissance. Quand je veux porter l'idée de la société de la reconnaissance, il y a bien un monde pour lequel cela s'applique, c'est bien le monde de l'éducation, parce que le monde de l'éducation a le sentiment de ne plus être respecté, de ne plus être considéré, et tu as raison Yvan, tellement peu considéré et respecté qu'il est atteint d'une énorme démoralisation, disons-le, pour au moins une partie d'entre eux, et qu'en effet c'est un métier qui n'est pas un métier comme les autres, que c'est aussi une vocation, et qu'en effet il faut engager des parcours professionnels, parce qu'on ne peut pas avoir un jus colossal pendant 30 ou 35 ans en étant enseignant. Moi, j'ai été enseignant à la fac pendant un certain nombre d'années, j'adorais ça, ça n'était pas mon métier, mais je le faisais avec bonheur et plaisir, en étant moins bien payé que n'importe quel salarié français. Mais je le faisais jusqu'au jour où j'ai commencé à être un peu plus émoussé et à avoir un peu moins de motivation. Et donc, je pense profondément qu'en effet, il nous faut à la fois tenir un discours de vérité, je vais y venir, sur l'éducation, et en même temps, ne pas transformer l'éducation nationale comme le bouc émissaire de tous nos maux, parce que c'est tellement facile d'être dans la critique permanente à l'égard des enseignants. Alors, on a un défi quantitatif, on en a parlé, Yvan a cité un certain nombre de chiffres, la capacité d'emmener tous les élèves jusqu'au collège, etc., etc. Mais on a aussi, Yvan, un défi qualitatif. Alors, chaque ministre a tenté, avec plus ou moins de succès, d'imposer une impulsion particulière. Mais, même s'il faut prendre les résultats d'une enquête internationale avec prudence, parce que chacun a ses critères, parce qu'on ne peut pas comparer des sociétés aussi différentes que la Finlande et la France, parce qu'on ne peut pas comparer des pays autoritaires avec des pays démocratiques, avec des pays qui ont une immense diversité et d'autres qui ont une grande unité ou unicité sociale. Mais cependant, on peut le dire comme on le veut, l'enquête PISA démontre que les choses ne s'améliorent pas et que notre système est en grand danger. Et je vous le dis, quand le système éducatif va mal, c'est la nation elle-même qui est en danger. Et nous allons progressivement vers le gouffre. Je voudrais simplement vous citer quelques chiffres issus des dernières études qui le rappellent mieux que de longues analyses. Plus 33% d'élèves en grande difficulté en 10 ans. Plus 33%. L'illettrisme qui frappe 20% d'une classe d'âge, avec même 20% de plus dont les compétences sont jugées fragiles. Ce qui veut dire que près d'un jeune Français sur deux, c'est ça que ça veut dire, un jeune Français sur deux est en danger. Alors, il a beau être arrivé jusqu'en troisième, mais moi, j'ai discuté avec les profs d'un collège il y a peu de temps, qui m'ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire pour apprendre l'anglais à un enfant en sixième ou en cinquième quand il ne sait même pas le français? Et qu'est-ce que vous voulez faire quand cet enfant ou ce jeune est en difficulté à l'âge de 15 ans? C'est trop tard, c'est foutu. Et donc, 40% qui en sixième sont en grande difficulté et 20% d'entre eux, la moitié d'entre eux, qui sont en situation d'illettrisme. Et les chiffres ne me paraissent pas faux, parce que moi, j'ai été ministre de la Défense, comme vous le savez, pendant 3 ans et demi. Et j'avais les journées d'appel à la défense. Et à la journée d'appel à la défense, on avait des chiffres qui étaient de 15%. Donc il y a de ça 20 ans, puisque grosso modo, ce sont des jeunes qui aujourd'hui ont 20 ans, entre 18 et 20 ans,
15%, 6 à 7% analphabètes, 6 à 7% en situation d'illettrisme. Donc, on est sur des chiffres qui sont à peu près conformes à ce qu'on peut vivre. Autre illustration, la question de l'égalité des chances et de la promotion sociale. En 1990, c'est-à-dire il y a 20 ans, ça n'est quand même pas le bout du monde, en 1990, vous aviez 9 fois plus de chances d'avoir votre bac si vous étiez fils de cadre ou d'enseignant que fils d'ouvrier. 9 fois plus de chances. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques nationales. Ce n'est plus 9 fois, mais 14 fois plus de chances d'avoir votre baccalauréat quand vous êtes enseignant que lorsque vous êtes fils d'ouvrier. Ça n'est donc pas rien. Et si on regarde les choses, pendant que nous avons ces chiffres, eh bien, on constate que d'une enquête PISA à l'autre, des pays ont su prendre en main les choses et améliorer leur système. Même le système américain, avec ses 40 millions de pauvres, a aujourd'hui, selon cette enquête, des résultats meilleurs. Alors, je ne dis pas que rien n'a été fait. Loin de là. Tous les ministres successifs ont essayé de prendre le taureau par les cornes. Et pour autant, les résultats sont-ils significatifs ? Eh bien, quand vous regardez les choses de près, les forts sont encore plus forts, les faibles toujours plus faibles, les enfants de cadres ou de profs toujours plus favorisés, et les enfants de smicards ou d'immigrés toujours à la peine. Et avec, chers amis, seulement 8% de jeunes au niveau d'excellence, eh bien presque tous sont issus des milieux favorisés. Parce que quand vous n'avez plus que 8% de jeunes qui sont au niveau de l'excellence, mathématiquement, mécaniquement, le brassage ne peut pas se faire, quelles que soient les initiatives que vous pouvez prendre. Et tout ça, il faut-il le dire, alors que notre dépense publique en matière d'éducation est une des plus fortes. Je lisais l'état des lieux de l'éducation, un petit document qui a été publié par le ministère de l'Éducation pour préparer mon discours. Je vous cite les chiffres à l'euro près, si tant est, ils peuvent être exacts. Pour le premier degré, 2 919 € en 1980, 5 694 € en 2009. Par élève, bien sûr. Non, mais je parle par élève. Pardon, je n'avais pas dit par élève. Ça me paraissait tellement évident que... 76% en euros constants. Et pour le second degré, toujours par élève, Yvan, 5 833 € et 9 377 € par élève. Eh bien, mesdames et messieurs, le constat pour moi, au moins à la lecture de ces chiffres et au constat fait de l'évolution de notre système, le constat est clair. Si les réformes n'ont pas plus d'impact majeur, c'est qu'il faut prendre les choses de façon plus globale. Et pardonnez-moi cette comparaison, mais l'éducation nationale est comme une vieille voiture dont on changerait progressivement toutes les pièces. Et au bout d'un moment, vous avez beau vouloir changer toutes les pièces, la voiture tombera de plus en plus souvent en panne et il vous en coûtera de plus en plus cher. Voici exactement ce qui se passe en France. Et je souhaite donc qu'avant de changer les pièces, l'on s'interroge plus profondément sur les limites de notre système. Ce n'est pas, à mon sens, utopique de prétendre faire bouger les choses et de les faire bouger dans le bon sens. Et je ne sais plus lequel de nos intervenants a dit qu'il faut un nouveau contrat entre la nation et son système, ou l'éducation nationale. Et je pense que c'est profondément cela, c'est proposer à nos compatriotes, au moment d'une élection présidentielle, parce que c'est uniquement à ce moment que les choses peuvent se faire, c'est proposer un nouveau contrat entre la nation et son système éducatif. Et ça n'est pas utopique, parce que regardez ce qui s'est fait pour l'université.
C'est un modèle de réforme structurelle. Je vous rappelle, moi je fais de la politique depuis 20 ans, j'ai entendu gauche et droite dans tous les couloirs expliquer qu'il fallait aller vers l'autonomie des universités. Personne n'osait y aller. Tout le monde se disait, si je vais vers l'autonomie de l'université, je vais vers un bordel généralisé. Eh bien, cette réforme a été faite. Et aujourd'hui, on constate qu'en dépit des tiraillements au moment du lancement de la réforme, on voit progressivement émerger un consensus national qui, à la fois, concerne les étudiants, mais aussi le monde éducatif. Eh bien, je vous dis une chose. Quand arrivera le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy, s'il reste une réforme structurelle considérée comme fondamentale pour notre pays, ce sera l'autonomie des universités. Je suis convaincu de ça. Et j'y vois pour moi un grand espoir en matière d'éducation. Ce que nous avons fait et réussi pour l'université, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire pour l'école. Mais ça veut dire très clairement que ça se fait au début d'un mandat. C'est-à-dire que c'est votre priorité durant une campagne présidentielle, et vous répétez tous les jours, comme Tony Blair, ma première priorité, c'est l'éducation, ma deuxième priorité, c'est l'éducation, ma troisième priorité, c'est l'éducation, dans un modèle radicalement réformé, et qu'au lendemain d'une élection, comme on l'a fait pour l'autonomie des universités, eh bien, il y ait la définition du contrat et les clauses du contrat nouveau entre le système éducatif et la nation. Alors, de là, mesdames et messieurs, quelles doivent être pour moi les grandes lignes de ce nouveau contrat? D'abord, c'est réussir à donner de l'autonomie et des responsabilités à notre école. Une autonomie qui dépasse la logique de la centralisation pour aller vers une logique d'établissement. Une logique de projet dans un cadre national, mais une école nationale dans l'autonomie. En clair, vous donnez l'autonomie aux établissements dans un cadre national et dans un programme national qui peut faire l'objet d'adaptation à partir d'un socle commun. Et il ne faut pas se voiler la face. Une réforme, ça coûte cher. Et d'ailleurs, la réforme des universités a coûté cher. On y a mis de l'argent. C'est pourquoi je pense, moi, profondément, qu'il faut immédiatement un moratoire sur la diminution des moyens de l'éducation nationale, car aller dans ce sens ne fait qu'envoyer des signaux négatifs sur l'importance que revêt pour nous l'éducation. Et si vous ne réformez pas le système, vous ne pouvez pas penser un seul instant que c'est simplement en le rabotant chaque année que vous réussirez à le transformer. Ça, ce n'est pas vrai. Je reviens sur l'autonomie. J'ai conscience que, contrairement à ce que l'on veut faire croire, la machine éducative n'a pas été inerte. D'énormes efforts de déconcentration ont été accomplis et ont permis de transférer des pouvoirs importants au rectorat et aux académies. Pour autant, même si le système connaît une lourdeur bien moindre, il n'a en revanche connu aucune transformation décisive. En vérité, il faut aller plus loin et plus fortement dans cette démarche. Les établissements doivent devenir bien plus autonomes dans le respect, je le redis et je le répète, d'un cadre national et de programmes nationaux. Et il faut, à partir d'un socle commun et d'objectifs impératifs, donner à chaque établissement l'autonomie qui lui permettra d'adapter sa pédagogie et ses programmes en fonction des enfants. Mesdames et messieurs, je ne peux pas croire un seul instant qu'on puisse avoir la même pédagogie, le même cadre scolaire quand vous enseignez dans le 7e arrondissement, quand vous enseignez dans une zone rurale profonde et quand vous enseignez dans une zone d'éducation prioritaire. Je ne peux pas croire un seul instant que vous avez la même pédagogie, le même effort à effectuer quand vous êtes face à des enfants dont le niveau socio-culturel leur permet d'accéder à peu près à tout,
et des enfants dont les parents eux-mêmes sont en grande difficulté avec la langue française. On ne peut pas croire ça un seul instant. Et donc, sur ce point, on ne doit pas faire les choses à moitié. Il faut des projets d'établissement où on donne des moyens aux chefs d'établissement. On évoquait tout à l'heure, M. Cohn-Bendit évoquait tout à l'heure les budgets, un budget dans lequel on puisse passer les économies de l'un à l'autre. Et je pense que cette autonomie-là, avec un vrai pilote, doit notamment concerner le recrutement, j'ose le dire, du personnel enseignant. Et sur ce sujet, je suis avec beaucoup d'intention l'évolution de l'expérimentation Claire, qui permet notamment aux chefs d'établissement de quartiers sensibles de recruter les enseignants sur leur profil, sur leur expérience. Alors, j'imagine que dans l'éducation, des expériences, il doit y en avoir des centaines. Que des expérimentations, on en a mené en tout genre. Et on constate que dans un monde comme celui-ci, il y a plein de preuves qui ont plein d'idées géniales. Et souvent, ces expérimentations finissent par se faire avaler par le ventre mou de l'administration. Eh bien, cette expérimentation-là, il faut la suivre de près, parce que le principal du collège avait raison en disant on ne peut pas mettre dans les collèges de zones d'éducation prioritaire les enseignants les moins bien armés pour cela. Il existe des besoins d'individualisation des parcours, des besoins d'accompagnement, et à cela, il nous faut aussi, toujours dans cette même logique, décloisonner les financements, décloisonner les acteurs, et faire en sorte que nous ayons, notamment dans les zones les plus difficiles, un système dans lequel on suit l'enfant de 9h le matin à 16h30, ça c'est l'école, alors parfois plus tôt comme tu le dis Yvan, mais aussi après 16h30, et aussi les parents. C'est-à-dire que nous sortions d'une logique pure de zonage pour aller vers une logique d'accompagnement individualisé qui est possible dès lors que vous donnez l'autonomie aux établissements. Les établissements détectent les enfants en difficulté, détectent les parcours compliqués et fait en sorte qu'on mette les moyens nécessaires là où cela s'impose. Il n'y a pas besoin forcément que ces moyens soient accordés à 100% d'une classe. Ils peuvent tout à fait être accordés à 10 ou 20% d'une classe dont on voit bien que ce sont ces 20% qui posent problème. Et donc on a besoin d'un système autonome qui permet à chaque chef d'établissement de conduire un projet pédagogique en fonction des problématiques qui sont les siennes. C'est donc, je le répète, laisser au chef d'établissement la liberté de porter le projet d'établissement qu'il souhaite et qu'il aura partagé avec la communauté enseignante, qu'il aura partagé avec les parents d'élèves. Il contractualisera ce projet d'établissement avec le rectorat du point de vue des objectifs et des moyens. Il aura la capacité d'y affecter les enseignants fonctionnaires qu'il aura lui-même choisis. Et sur ce dernier point, c'est tout simplement faire ce que les universités ont le droit de faire ou ce que font aussi les collectivités locales, une autonomie dans un cadre national. Voilà, à mon sens, la réforme copernicienne qu'il faut mener dans le système primaire. Et j'en viens au deuxième point. Il faut donner cette autonomie avec un cadre juridique pour cela. Et sur ce sujet, j'aimerais évoquer particulièrement la question du primaire. Parce que tout le monde s'accorde, moi, tous les chercheurs, tous les universitaires que j'ai pu rencontrer sur le sujet s'accordent à dire une chose, c'est que c'est lors de la maternelle et de l'élémentaire que se détermine l'avenir scolaire de l'enfant. Certains disent même qu'à 7 ans, tout est joué. Même si c'est un peu plus tard, ce qui est évident, c'est qu'il faut donner à l'école primaire les moyens dont elle a besoin pour lui permettre d'accéder à un objectif que la nation pourrait se fixer, 100%
des jeunes sortant de l'école élémentaire, sachant lire, écrire et compter. On sait bien que c'est un objectif, que cet objectif ne sera en tant que tel jamais atteint, mais se le fixer comme ambition pour tenter d'en approcher le plus possible. Et pour cela, nous devons constituer, dans le cadre de cette autonomie de l'équipe éducative, un établissement public. Et on voit bien que les écoles sont dans des dimensions trop faibles pour permettre la constitution d'un établissement public. Voilà pourquoi je propose, pour ma part, l'idée de créer des établissements publics qui réuniraient écoles primaires et collèges. C'est selon moi une mesure de cohérence, de continuité dans l'enseignement et le moyen de mettre en place une autonomie de pilotage sur un espace suffisamment vaste. Et c'est à ce prix-là que nous pourrons vraiment remettre l'école en marche et rendre utiles et efficaces les réformes. Et ainsi, l'école élémentaire ou l'école primaire se nourrira de l'évolution du collège, de l'enseignement du collège et pourra faire évoluer ses méthodes pédagogiques en fonction des résultats dégagés au collège. Et l'un se nourrira de l'autre et il y a une vraie cohérence en la matière. Sur la carte scolaire, un mot. La supprimer, pourquoi pas, mais en étant sûr que les établissements qui perdent les bons élèves aient vraiment les ressources, les responsabilités pour inverser la tendance et devenir eux-mêmes aussi des bons établissements. C'est pas, on a inversé les choses, on veut supprimer la carte scolaire avant de s'interroger des moyens pour faire en sorte que les bons élèves ou certains élèves ne quittent un certain nombre d'établissements. Et donc, il nous faut au contraire inverser les choses, c'est en effet supprimer la carte scolaire, mais en même temps donner aux établissements les moyens de pouvoir se redresser et de continuer à accueillir les bons élèves. Même chose sur la question de la violence à l'école, difficile à régler. Mais je ne crois pas qu'on imposera en la matière par des mesures, qu'on réglera cette question par des mesures imposées d'en haut. Faut-il des policiers dans un établissement? Pour ma part, je suis très réservé, mais j'allais dire, c'est d'abord à l'école elle-même de dire ce dont elle a besoin pour assurer la sécurité dans l'école et pour faire en sorte que l'école reste un sanctuaire, mais comme le disait Yvan tout à l'heure, il faut que ce soit un sanctuaire avec les règles propres à l'école et à la communauté éducative. Voilà ce qui me paraît essentiel. Alors, pour aller un peu plus rapidement sur un troisième sujet, le perfectionnement de la formation des enseignants. On en a parlé tout à l'heure. Je voudrais dire simplement un mot sur la masterisation. Sans tabou aucun, j'étais et je reste favorable à l'intégration des IUFM au sein de l'université, mais pas n'importe comment. Et à ce titre, je voudrais aborder deux sujets, les techniques d'apprentissage d'une part, et d'autre part, la nécessité de renforcer les stages pratiques, c'est-à-dire le terrain dans la formation des enseignants. Pendant des années, les IUFM ont développé des recherches parallèles en matière de pédagogie, en utilisant très peu la recherche scientifique menée en université, ce qui aurait au contraire pu enrichir le contenu et la manière d'enseigner en France. Et donc l'idée de rapprocher les écoles de formation des universités, tout ça va dans le bon sens. Il faut donc des chercheurs en pédagogie connectés aux plus grands laboratoires qui permettent de faire évoluer la pédagogie en fonction des avancées scientifiques. Prenons un seul exemple. Ce qui peut se faire en matière de neurosciences. J'ai été visiter le grand centre, le grand laboratoire du CEA sur la neuroscience, Neurospin. Qui peut penser un seul instant que les grandes avancées scientifiques sur ce sujet-là n'amèneront pas un certain nombre d'évolutions sur la pédagogie et l'enseignement des plus petits. Et donc, il faut qu'il y ait cette fécondation croisée sur ces sujets. J'en profite pour dire
que la formation des maîtres doit intégrer, même si je sais que c'est assez tabou aujourd'hui, le concept d'apprendre à apprendre. Parce que quand vous êtes dans une société aussi éclatée que la nôtre, avec des familles aussi explosées que celles d'aujourd'hui, avec des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, si vous n'avez pas des structures collectives, au moins qu'on permette aux jeunes de pouvoir progressivement accéder à l'autonomie et être en capacité de pouvoir, par les méthodes enseignées, leur permettre de pouvoir apprendre à apprendre. Et donc, sur les IUFM, j'y reviens, je suis favorable à la masterisation. Je considère que c'est une bonne mesure, mais en même temps, je vous le dis, on ne peut pas lâcher un prof seul face à des élèves à la sortie de l'université. Et donc, il doit y avoir à la fois une formation en pédagogie, et deuxièmement, il doit y avoir des stages d'apprentissage et des stages pratiques sur le terrain, parce que vous ne pouvez pas limiter simplement cette formation aux 5 ans de la masterisation, mais au contraire, il faut la compléter à la fois sur les techniques de la pédagogie et par ailleurs sur l'apprentissage sur le terrain. J'ai entendu le président de la République dire qu'il fallait faire évoluer le système. Je crois qu'il appartient au gouvernement de le corriger le plus rapidement possible. Dernier sujet que je voudrais évoquer, l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Lorsque j'évoquais tout à l'heure le sujet de l'autonomie des établissements, je le faisais en conscience. Je sais qu'il y a dans notre pays des résistances face à ces choix et qu'il y a beaucoup de résistance chez les enseignants. Ces résistances sont normales, mais je voudrais vous dire, il ne faut pas céder à la peur de l'inconnu parce qu'il nous faut prendre ce sujet à bras-le-corps. Et ce changement-là sera d'autant plus facile à effectuer que notre collectivité donne aux enseignants les moyens de pouvoir être pleinement dans leur projet éducatif. Ce dont souffrent nos enseignants, c'est d'un manque de reconnaissance, je le disais tout à l'heure. Souffrent nos enseignants aussi, c'est d'être dans l'isolement de leur classe, dans l'isolement au sein de leur établissement. Et pour ma part, en donnant de l'autonomie aux établissements, nous réussirons à inscrire le travail de l'enseignant dans le collectif, en créant un lien social fort dans la communauté enseignante et entre les enseignants et les parents. Qui peut croire, mesdames et messieurs, que les métiers de l'enseignement attirent encore les étudiants quand on voit les très faibles niveaux d'inscription au concours d'enseignants? Et en étant directement recrutés par le chef d'établissement et la communauté éducative, ils trouveront plus de sens dans leur travail. Cela apportera une réponse à la vraie solitude des enseignants ainsi qu'à leur frustration. Et pour cela, il faut que les enseignants soient en mesure de pouvoir rester plus de temps dans leur établissement. Et pour qu'ils y restent plus longtemps, eh bien, il faut qu'ils soient en situation de pouvoir travailler dans leur établissement scolaire. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on sorte les profs des salles de profs et qu'on leur donne des bureaux qui leur permettent de préparer leurs cours dans l'établissement et qui leur permettent aussi de pouvoir accueillir des jeunes qui voudraient frapper à leur porte. Ça me paraît essentiel. On dit aux profs, vous ne venez que pour les 10, les 15 ou les 18 heures d'enseignement, mais si vous voulez qu'ils restent plus longtemps, si vous voulez qu'il y ait plus d'adultes dans les établissements scolaires, eh bien, il faut que les conditions de travail soient radicalement différentes, et cela passe notamment par des bureaux qui permettront aux profs de pouvoir donner plus de présence d'adultes dans nos établissements. Deuxième idée que je voudrais défendre, c'est qu'il faut bien entendu intégrer la question de la pénibilité. On a parlé, durant la réforme des retraites, de la pénibilité des ouvriers, on a parlé de la pénibilité des agents de la SNCF. Eh bien, moi, je voudrais aussi évoquer la pénibilité du travail de prof. Parce que
être 25 ans ou 30 ans dans une classe, on le disait tout à l'heure, c'est extrêmement difficile. Et c'est pourquoi il nous faut construire des parcours professionnels, et on peut construire des parcours professionnels en faisant en sorte que, par cette évolution des structures de l'éducation, il y ait des postes d'encadrement qui permettront aux enseignants d'évoluer et de sortir du cadre dans lequel ils sont enfermés toute leur vie durant. Alors, mesdames et messieurs, en conclusion, j'aurais dû évoquer d'autres sujets, j'aurais dû évoquer la question de l'orientation, j'aurais dû évoquer la question de l'éducation et de la relation avec le monde de l'entreprise et le monde du travail. J'aurais pu évoquer la professionnalisation des parcours, j'aurais pu évoquer l'enseignement professionnel, j'aurais pu évoquer plus lentement la question de la sécurité, mais je voulais porter avant tout un message. Le message, selon moi, il est simple. La priorité des priorités, c'est l'élémentaire. Il conditionne le tout. C'est la base de la pyramide. Si l'élémentaire ne remplit pas sa mission, pour le reste, ça devient très difficile. Alors j'ai entendu Yvan dire que pour lui, c'était le collège, mais ça n'est pas contradictoire. Parce qu'on peut en effet critiquer le collège unique, mais qu'a-t-il d'unique aujourd'hui quand on a des enfants qui sont dans de telles disparités de situation, où déjà 20% d'entre eux sont en situation de décrochage et 20% sont en grande fragilité. Et donc pour moi, et le message que je voudrais que nous portions, nous, formation politique, c'est que l'élémentaire est fondamental et qu'il faut une révolution copernicienne qui soit celle de la confiance et de la responsabilité. La confiance et la responsabilité passant par une autonomie des établissements, et une autonomie des établissements, bien entendu, dans un cadre national fixé par l'État. Et que tout cela doit se faire dans un cadre qui soit celui d'un nouveau contrat républicain entre le peuple français et le système éducatif. Nous avons besoin, pour cette élection présidentielle de 2012, que la question éducative soit au cœur du débat politique. Parce que je vous le dis et je vous le répète, une nation et un pays qui laisse autant d'enfants sur le bord du chemin est une nation et un pays qui est en grande difficulté pour son avenir et qui a devant lui de grandes inquiétudes. Parce qu'on ne peut pas simplement penser un seul instant que vous ayez 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système éducatif sans formation, que vous ayez 20% de jeunes qui soient en situation d'illettrisme, alors parfois ce sont les mêmes, et c'est souvent les mêmes, et qu'enfin, nous soyons face à un monde professionnel et à un monde de l'entreprise qui a le sentiment que des pans entiers de son économie ne trouvent pas la main-d'œuvre qui lui convient. Donc face à cela, nous avons un impératif absolu, dire que pour le nouveau centre, l'éducation, c'est la priorité des priorités. Je vous remercie.